Les armes se lèvent, les gens tombent, le verre vole en éclats. Tout est fini en quelques secondes. Mais ces quelques secondes laissent derrière elles des cadavres, la peur et le chaos. Ce n'étaient pas des crimes désespérés, mais des opérations. Planifiées avec précision, exécutées sans hésitation. Et cela commence à Paris, dans une bijouterie qui n'était pas censée verser le sang. Le coup de Harry Winston, Paris. Paris, décembre 2008. Les lumières de Noël illuminent l'avenue Montaigne. La ville est à son apogée. Mais sous cette lueur, un plan est déjà en cours. Un plan qui va dépouiller l'un des joailliers les plus prestigieux de France de près de 80 millions d'euros de diamants. Chez Harry Winston, la richesse n'est pas exposée, elle est vénérée. Chaque pierre a un nom, une histoire, un récit. Et en cette soirée d'hiver, cette histoire est sur le point d'être réécrite. Juste après la fermeture, un groupe d'hommes se dirige vers la boutique. Pour les passants, rien ne semble anormal. Ils sont vêtus de manteaux raffinés, de perruques et même de vêtements féminins, des déguisements subtils destinés à dissiper les soupçons. L'un d'eux porte un sac à main, un autre ajuste son écharpe. Personne ne voit les armes qu'ils cachent sous leurs vêtements. Ils entrent dans le magasin, calmes et confiants. Les agents de sécurité ne réagissent pas. Ils ressemblent à des clients de fin de soirée ou peut-être à des collègues. Puis la porte se verrouille derrière eux. En un clin d'œil, l'atmosphère change. Les voix s'élèvent. Les armes sont dégainées. Les voleurs agissent avec précision, criant des ordres dans un français fluide, appelant certains membres du personnel par leur prénom. Ils avaient bien préparé leur coup. Ils savaient qui contrôlait en premier, où se trouvaient les coffres de grande valeur et combien de temps exactement ils avaient avant que la police ne puisse intervenir. Un employé est contraint d'ouvrir les vitrines, tandis qu'un autre est traîné vers le coffre-fort situé à l'arrière. Le bruit du verre brisé emplit l'air et, pendant les 20 minutes qui suivent, la boutique Harry Winston devient le théâtre d'un chaos contrôlé. Colliers, boucles d'oreilles, bagues en diamants et montres rares. Tout ce qui est à portée de main disparaît dans des sacs noirs. Chaque homme travaille dans une zone spécifique, comme dans une performance chorégraphiée. L'un surveille l'horloge. Un autre pointe son arme sur le personnel. Pas de panique, pas de mouvement inutile. Une fois leur forfait accompli, les voleurs ont dévalisé presque toutes les vitrines principales et repartent avec environ 80 millions d'euros, ce qui en fait le plus grand vol de bijoux de l'histoire de France. Ils sortent calmement et disparaissent dans la nuit hivernale. Lorsque l'alarme se déclenche enfin, il est déjà trop tard. La police arrive sur les lieux et trouve des employés terrifiés, des vitrines brisées et des plateaux en velours vide. Les images de vidéosurveillance confirment le cauchemar. Chaque détail a été filmé. Les perruques, les déguisements, la rapidité et le calme, toujours le calme. Dans les jours qui suivent, Paris devient obsédé. Les journaux les surnomment les Pink Panthers, un réseau de voleurs professionnels soupçonnés d'avoir commis des cambriolages haut de gamme à travers l'Europe. Et les similitudes sont frappantes. Timing précis, déguisement audacieux, aucune effusion de sang. Mais les attraper s'avère plus difficile que prévu. Les mois passent, les pistes s'estompent. Puis, en 2009, les arrestations commencent. Des liens avec le réseau original des Pink Panthers et même avec le cambriolage de Harry Winston en 2007, où la même boutique avait été dévalisée pour un montant de 25 millions d'euros. 2 coups portés à la même cible à moins de 2 ans d'intervalle. En 2015, 8 hommes sont condamnés pour leur rôle dans le braquage de 2008. Certains sont condamnés à plus de 10 ans de prison. Mais les diamants, la plupart ne sont jamais retrouvés. Les experts pensent qu'ils ont été divisés, retaillés et vendus sous de nouveaux noms, fragments d'une histoire volée dispersée dans des collections privées à travers le monde. Et le prochain vol ne reposera pas sur le déguisement ou la tromperie. Il ne serait ni silencieux, ni élégant. Il serait bruyant, violent et terrifiant. Et au lieu de diamants, les voleurs prendraient quelque chose de bien plus lourd. Le vol du dépôt Securitas, Kent, Angleterre. Une nuit calme de février 2006. Mais à l'intérieur des murs d'un dépôt de fonds à Tonbridge, l'histoire est sur le point de s'écrire, non pas par des banquiers, mais par des voleurs. Le dépôt Securitas était censé être inviolable. Des murs renforcés d'acier, des caméras à chaque coin, des dizaines de millions de livres sterling en espèces transitaient quotidiennement, gardés par des hommes convaincus que rien ne pouvait compromettre ce système. Ils avaient tort. Le soir du 21 février, le directeur du dépôt, Colin Dixon, rentre chez lui après une journée de travail comme les autres. Des gyrophares bleus clignotent derrière lui. Une voiture de police lui fait signe de se garer. Il s'exécute. Qui ne l'aurait pas fait? Les agents s'approchent, en uniforme, avec leurs insignes, d'une voix calme. Mais en quelques secondes,
Dixon se rend compte que quelque chose ne va pas. Il se retrouve face au canon d'un pistolet. Les policiers sont des imposteurs. Ils le menottent, le poussent dans un véhicule et le conduisent à la périphérie de la ville. Là, dans une ferme isolée, sa femme et son jeune fils l'attendent déjà, kidnappés plus tôt dans la nuit par le même gang. Le message est clair. Fais exactement ce que nous te disons, ou ils mourront. Cette nuit-là, la vie de Dixon, ainsi que la sécurité de tous ses collègues, deviennent un moyen de pression. Sous la menace de l'exécution de sa famille, il accepte de les aider à pénétrer dans le dépôt. Peu après minuit, Dixon retourne dans les locaux de Securitas. Son personnel remarque que quelque chose ne va pas. Il est pâle, tremblant, évite le contact visuel. Mais lorsqu'il leur demande de désactiver certains verrous, ils obéissent. C'est lui le responsable. Et quand on voit un pistolet pointé sur ses côtes, on arrête de poser des questions. En quelques minutes, une quatorzaine d'hommes masqués envahissent le dépôt. Ils sont lourdement armés, fusils, mitraillettes, équipements militaires. Le personnel est maîtrisé, contraint de se coucher au sol, le visage couvert. Certains sont menacés, d'autres rassurés. Les voleurs agissent avec un professionnalisme froid. Pas de mots inutiles, pas de chaos, juste de l'ordre. Au cours de l'heure qui suit, ils chargent 52 996 760 livres sterling, soit près de 53 millions de livres en espèces à l'arrière d'un camion. Une somme d'argent qui ne semble même pas réelle lorsqu'elle est empilée dans des caisses en plastique. L'un des plus importants vols d'argent liquide de l'histoire britannique, réalisé sans un seul coup de feu. Lorsque les voleurs disparaissent enfin dans la nuit, ils laissent derrière eux des employés sous le choc et un entrepôt vidé de son contenu. Il faut des heures au personnel pour se libérer et appeler à l'aide. Mais à ce moment-là, le gang a déjà pris la fuite, tout comme l'argent. Le lendemain matin, la nouvelle fait la une dans tout le Royaume-Uni. L'ampleur du vol stupéfie le pays. 53 millions de livres sterling ont disparu en une nuit. Ce n'est pas seulement un braquage, c'est un chef-d'œuvre logistique. Celui qui l'a planifié savait tout. La disposition du dépôt, ses routines, ses faiblesses, et même l'heure de la dernière livraison d'argent liquide. Pendant des semaines, la police ratisse la campagne. Elle trouve des voitures de fuite incendiées, des cachettes et des indices qui mènent à un vaste réseau criminel. L'enquête devient l'une des plus importantes de l'histoire des forces de l'ordre britanniques. Finalement, des arrestations ont lieu. D'anciens agents de sécurité, des membres connus de gangs et des criminels chevronnés venus de tout le Royaume-Uni. Au cours du procès, les procureurs révèlent l'ampleur des préparatifs. Uniformes de police volés, fausses pièces d'identité, mois de surveillance et planification méticuleuse. Mais tout l'argent n'est pas récupéré. En fait, la majeure partie n'est jamais retrouvée. Des dizaines de millions de livres sterling sont toujours manquantes. Elles auraient été blanchies, enterrées ou sorties clandestinement du pays. Pour Colin Dixon et sa famille, cette épreuve laisse des cicatrices qu'aucune condamnation ne pourra effacer. Il n'a pas participé au vol. Il en a été la victime utilisée comme un pion. Et aujourd'hui encore, cette nuit reste un rappel effrayant de la façon dont le contrôle peut être volé, même à ceux qui pensent l'avoir. Le braquage du dépôt Securitas reste le plus grand vol d'argent liquide de l'histoire du Royaume-Uni. Un modèle pour le crime organisé fondé sur la peur, la précision et la manipulation. Mais alors que ce braquage était froid et calculé, le suivant allait se dérouler en direct, devant les caméras, les otages et toute une ville qui regardait en temps réel. La crise des otages de l'Apple Store d'Amsterdam. Amsterdam, 22 février 2022, heure de pointe du soir. La place Leidseplein, un lieu animé et ouvert, rempli de cafés, de touristes et de néons qui se reflètent sur le trottoir mouillé. Au coin se trouve l'Apple Store, dont la façade en verre brille comme un phare. À l'intérieur, les gens flânent tranquillement, sans se douter que dans quelques minutes, leur soirée ordinaire va se transformer en l'une des prises d'otages les plus suivies d'Europe. Peu après 17h30, un homme entre dans le magasin. Il est vêtu d'une veste camouflage et porte un grand sac à dos. Les agents de sécurité l'observent un instant. Peut-être a-t-il l'air nerveux, ou peut-être a-t-il simplement froid. Puis il sort une arme. La panique éclate instantanément. Les gens se précipitent vers les escaliers. Certains se cachent derrière les tables d'exposition. Le tireur tire un coup de feu en l'air. Un seul coup assourdissant qui résonne à travers les parois vitrées et jusque dans la place. En quelques secondes, des dizaines de clients et d'employés se dispersent. Certains se cachent dans les réserves. D'autres se barricadent dans les zones de stockage. Mais un homme n'y parvient pas. Un client, pris au piège près de l'entrée. Le tireur l'attrape, le tire vers lui et appuie le canon de son arme contre lui. À partir de ce moment, il n'est plus seulement un voleur, il devient un preneur d'otages. La police est appelée presque immédiatement. En quelques minutes, Leidseplein est bouclé. Sirènes, véhicules blindés, tireurs d'élite prenant position sur les toits.
Des hélicoptères tournent au-dessus de la ville qui retient son souffle. À l'intérieur, la situation devient une impasse. Le suspect exige 200 millions d'euros en crypto-monnaie et un passage sûr pour quitter la ville. Il prétend avoir des explosifs. Il dit que s'il n'obtient pas ce qu'il veut, il fera exploser le bâtiment et tuera tout le monde à l'intérieur. À la tombée de la nuit, les négociateurs établissent le contact. Pendant des heures, ils tentent de le calmer, lui demandant ce dont il a besoin, gagnant du temps, essayant de le faire parler. Chaque mouvement est enregistré par les caméras de surveillance publique et les flux vidéo en direct de la police. De l'autre côté de la place, les journalistes commencent à se rassembler. Les gens regardent derrière les barricades, tandis que la lueur du logo Apple devient le décor de la peur. À l'intérieur, les otages restent silencieux, terrifiés, piégés, écoutant les bruits de pas et les voix étouffées qui résonnent dans le magasin. La tension monte de minute en minute, d'heure en heure. Puis, après plus de 5 heures, quelque chose change. Le suspect demande de l'eau. La police la lui apporte à l'aide d'un robot, qui la fait rouler sur le sol vers lui. Il l'observe attentivement. Distrait. C'est alors que l'otage passe à l'action. Dans un élan soudain, l'homme se libère et se précipite vers la sortie. À cet instant, le tireur se précipite à sa poursuite, sortant directement dans l'embrasure de la porte. Dehors, un tireur d'élite de la police crie « Maintenant !» Un véhicule accélère et percute le suspect de plein fouet. La foule hurle. Les policiers se précipitent. L'otage est mis en sécurité, tremblant mais vivant. Le suspect gît immobile sur le trottoir. Il est placé en garde à vue et décède plus tard des suites de ses blessures. C'est fini. 5 heures de terreur. Des dizaines de personnes se cachaient à l'intérieur de ce bâtiment sans savoir si elles reverraient la lumière du jour. Et le monde entier a assisté à tout cela en direct, au fur et à mesure que les événements se déroulaient. Après coup, les enquêteurs confirment ce qu'ils redoutaient. Le suspect était armé de plusieurs armes et transportait des explosifs, qui se sont avérés être des faux, mais suffisamment convaincants pour paralyser toute une ville. Son mobile, désespoir, dette, délire, n'a jamais été clairement établi. La prise d'otage à l'Apple Store d'Amsterdam est devenue le symbole d'un nouveau type de crime. Un crime fondé non seulement sur la violence, mais aussi sur la visibilité. Un monde où chaque seconde de terreur est filmée, diffusée en direct et rediffusée avant même que le sang ne sèche. Et dans le cas suivant, la visibilité n'allait pas seulement exposer la violence, elle allait la multiplier. Car le braquage suivant ne s'est pas déroulé à huis clos. Il s'est produit dans la rue, dans la circulation, entouré de personnes innocentes. Le détournement du camion UPS à Miramar, Floride, 5e décembre 2019, un jeudi après-midi. Circulation normale, soleil radieux et camion de livraison roulant sur Miramar Parkway. Rien dans cette scène ne semble inhabituel, jusqu'au premier coup de feu. Quelques instants plus tôt, 2 voleurs armés avaient tenté de cambrioler une bijouterie à Coral Gables. Mais les choses ont mal tourné, très vite. Des coups de feu ont été tirés. Une femme a été blessée. Les suspects s'enfuient avant l'arrivée de la police, sautant dans le véhicule le plus proche qu'ils trouvent, un camion de livraison UPS, toujours en marche, avec le chauffeur à l'intérieur. Il s'agit de Frank Ordonez, 27 ans. Il effectue son trajet habituel et est à quelques minutes de la fin de son service. En un instant, il est devenu otage. Les voleurs prennent le volant et le forcent à conduire. Derrière eux, la police se lance à leur poursuite. Des dizaines de véhicules provenant de plusieurs juridictions foncent à travers le trafic du sud de la Floride. C'est l'heure de pointe. Chaque intersection est bondée de navetteurs. Et au milieu de tout cela, un camion UPS marron. Visible, impossible à manquer. Pendant les 25 minutes qui suivent, la poursuite se déroule en direct à la télévision. Les hélicoptères des chaînes d'information tournent au-dessus. Les journalistes commentent le danger en temps réel. Les téléspectateurs regardent, sans se rendre compte qu'ils assistent aux derniers instants de plusieurs vies. Le camion grille les feux rouges, slalomant entre les voitures. La police le suit, armes au poing, essayant de contenir le chaos, mais refusant de risquer une attaque directe avec un otage à l'intérieur. La tension monte à chaque seconde. Les conducteurs sur l'autoroute se garent sur le côté et filment la scène avec leur téléphone. Le monde entier observe depuis les airs, voyant ce qui se passe, mais impuissant à empêcher ce qui va arriver. Puis le camion arrive dans une impasse, bloqué dans un embouteillage à un carrefour très fréquenté de Miramar. Des centaines de véhicules sont à l'arrêt, des civils partout. Il n'y a plus nulle part où aller. Les policiers sortent de leur voiture et prennent position derrière les véhicules à proximité. Les voleurs à l'intérieur du camion UPS ouvrent le feu. La police réagit immédiatement. Une fusillade éclate, des dizaines de coups de feu résonnent dans la circulation. Les passants hurlent, se réfugiant derrière les voitures alors que les éclats de verre pleuvent. La fusillade ne dure que quelques secondes, mais semble interminable. Quand il cesse, le silence est pire que les coups de feu. Les 2 suspects sont morts.
Mais Frank Ordonez, le chauffeur UPS qui n'a pas eu la chance de s'échapper, est également mort. Et parmi les voitures prises dans les embouteillages, un passant touché et tué dans la fusillade. La vidéo se répand en ligne en quelques minutes. Les images prises depuis un hélicoptère sont diffusées en boucle sur toutes les grandes chaînes. La poursuite, la fusillade, les conséquences. Les commentateurs analysent chaque angle. Et une question commence à résonner. Cette intervention a-t-elle sauvé des vies ou en a-t-elle coûté? L'indignation publique s'ensuit. Certains défendent les policiers, affirmant que les suspects ne leur ont pas laissé le choix. D'autres affirment que les tirs croisés étaient imprudents, qu'ils ont transformé une rue bondée en zone de guerre. Au cours des mois qui suivent, les procès, les enquêtes et les débats publics font la une des journaux. La tragédie devient plus qu'un simple dossier judiciaire, elle devient un symbole. Le détournement de l'UPS à Miramar n'était pas seulement un vol qui a mal tourné. Il s'agit d'un miroir reflétant la manière dont le chaos et la panique peuvent prendre le dessus sur le bon sens lorsque la violence éclate au grand jour. Un moment où les forces de l'ordre, les civils et les criminels se sont affrontés dans un même espace mortel, et où la frontière entre contrôle et catastrophe a disparu. Les images sont encore diffusées, encore étudiées, chaque image restant gravée dans l'esprit de ceux qui les ont vues en direct. Un rappel que parfois, même lorsque les criminels meurent, les dégâts ne s'arrêtent pas là. Et tandis que cette autoroute s'est transformée en champ de bataille, notre prochaine histoire montrera ce qui se passe lorsqu'une ville entière devient la cible. Car au Brésil, le crime n'est pas toujours une question de fuite. Parfois, il s'agit de domination. Le siège de la ville de Criciúma. Brésil, 30 novembre 2020. Un lundi soir tranquille dans la ville méridionale de Criciúma, dans l'état de Santa Catarina. Les rues sont désertes. Le seul bruit est le faible bourdonnement des feux de circulation qui changent dans un centre-ville presque désert. Mais juste avant minuit, ce silence est rompu. Un convoi arrive. Des SUV noirs, des camionnettes, des motos. Des dizaines d'hommes en sortent, vêtus de noir de la tête aux pieds, armés de fusils lourds, d'explosifs et de gilets pare-balles. Ici, pas de masque de désespoir. Ce sont des professionnels, entraînés, coordonnés, prêts pour la guerre. En quelques secondes, la ville leur appartient. Ils se déplacent comme une unité militaire, bloquant les intersections clés, incendiant des véhicules et déployant des barricades de fortune. Leur objectif n'est pas seulement la banque, mais le contrôle. Les voleurs se divisent en équipes, un groupe se dirige vers la Banco do Brasil, les autres se dispersent dans la ville, prenant position en tant que tireurs d'élite et installant des pièges pour retarder l'arrivée de la police. Les premières explosions secouent le ciel nocturne. Les civils sont réveillés par le bruit des détonations qui résonnent dans les rues, un grondement sourd et rythmé qui fait vibrer les fenêtres et déclenche les alarmes des voitures dans toute la ville. À la banque, les explosifs déchirent les portes blindées. Des éclairs de lumière orange illuminent la place, suivis de rafales de tirs automatiques. Pour les habitants de Criciúma, on se croirait sur un champ de bataille. La police se précipite sur les lieux, mais ne peut s'approcher. Toutes les routes sont bloquées par des voitures en feu et des hommes armés tirant en l'air. Et puis, les otages. Les voleurs traînent les civils hors de leurs maisons et les forcent à s'allonger au milieu des intersections et des rues. Ils les font s'asseoir par terre, les mains derrière la tête, formant des boucliers humains, un message adressé aux forces de l'ordre. Si vous tirez, ils meurent. Pendant près de 2 heures, la ville est assiégée. Les assaillants se déplacent librement, pillant les coffres-forts, transportant des sacs d'argent dans des camions qui les attendent. Des témoins filment depuis leurs balcons et leurs toits, capturant le chaos. Des hommes armés masqués tirant dans des rues désertes, des explosions illuminant l'horizon, le bruit des ordres criés en portugais résonnant dans la nuit. À l'intérieur de la banque, les dégâts sont chirurgicaux. Les murs sont détruits, les coffres-forts vidés, les alarmes désactivées. Une fois leur travail terminé, les malfaiteurs se retirent aussi vite qu'ils sont arrivés, tirant des coups de feu en l'air pendant leur fuite et dispersant des pièges à clous sur la route pour ralentir leur poursuite. Puis, le silence revient. Mais c'est un silence différent maintenant, celui qui suit un traumatisme. À l'aube, Criciúma ressemble à une zone de guerre. Des voitures brûlées, des vitres brisées, des douilles vides jonchent les rues. Les habitants sortent prudemment, filmant les dégâts. La police commence à recenser ce qui manque et ce qui reste. Les enquêteurs décriront plus tard l'attaque comme une opération de type militaire. Des dizaines d'hommes, des dizaines de véhicules, des explosifs puissants, des fusils à longue portée et même des drones utilisés pour la surveillance. Ils ont agi avec précision, coordination et une confiance absolue. Ce n'était pas seulement un vol, c'était un message. Une démonstration de force de la part d'une nouvelle vague de gangs brésiliens pratiquant ce que les habitants appellent le Novo Cangaço,
Une méthode brutale et coordonnée consistant à attaquer des villes, à maîtriser l'ensemble des forces de police et à s'échapper avant le lever du soleil. Au cours des mois suivants, la police procède à des arrestations. Des armes ont été saisies, des suspects arrêtés, des voitures récupérées. Mais une grande partie de l'argent et de nombreux hommes disparaissent sans laisser de traces. Criciúma n'oubliera jamais cette nuit-là, car pendant 2 heures, ce n'était plus seulement une ville. C'était un champ de bataille, et chaque explosion rappelait que dans la nouvelle ère du crime organisé au Brésil, la peur est la monnaie la plus précieuse qui soit. Mais alors que le monde pensait avoir atteint les limites de la violence, une autre ville brésilienne allait être confrontée à quelque chose d'encore plus inquiétant. Car 1 an plus tard, un autre groupe allait utiliser des civils non seulement comme boucliers, mais aussi comme armure. Le braquage de la banque d'Araçatuba. Encore le Brésil. Le 29 août 2021, une chaude nuit de dimanche à Araçatuba, une ville tranquille de l'État de São Paulo. Les magasins sont fermés, les rues sont presque désertes, les gens sont chez eux, scotchés à leur téléphone, sans se douter qu'un convoi de voitures roule déjà vers eux, moteur en sourdine, phares éteints. Peu après minuit, le cauchemar commence. Une série d'explosions secoue le centre-ville. Le bruit est assourdissant, résonnant entre les bâtiments et faisant trembler le sol à des kilomètres à la ronde. Ce n'est pas un accident. Il s'agit d'une attaque coordonnée. Des dizaines d'hommes armés envahissent le centre-ville. Vêtements noirs, masques, fusils, explosifs. Ils savent exactement où ils vont. Les succursales de la Banco do Brasil et de la Caixa Econômica Federal, 2 banques situées côte à côte, remplies d'argent liquide accumulé pendant le week-end. En quelques minutes, Araçatuba ressemble à un film de guerre. Des explosions illuminent le ciel nocturne. Des coups de feu retentissent dans les rues. Les sirènes de police retentissent, puis s'arrêtent, lorsque les agents réalisent qu'ils tombent dans une embuscade. Les voleurs ont tout prévu. Ils ont bloqué toutes les sorties principales avec des voitures en feu. Ils ont disséminé des explosifs sur les routes principales, des pièges déclenchés à distance qui attendent les poursuivants. Et le plus effrayant de tout, c'est qu'ils ont pris des otages. Des civils sont traînés hors de leurs voitures, de leurs maisons, voire de la rue. Le gang les attache au toit et au capot des véhicules utilisés pour la fuite, les bras écartés, les mains attachées avec du ruban adhésif, le visage pâle sous les lumières clignotantes. Leur message est clair. Si vous tirez, vous tuez un innocent. Des drones survolent la zone, transmettant des images en direct aux voleurs. Chaque mouvement de la police est surveillé en temps réel. À l'intérieur des banques, des explosions déchirent les coffres forts et les chambres fortes, tandis que le gang travaille rapidement et efficacement. Pendant près de 2 heures, Araçatuba leur appartient. Les habitants filment depuis leur balcon. Des images tremblantes prises avec des téléphones montrent des hommes armés, masqués, tirant en l'air. Des camions roulant à toute vitesse avec des boucliers humains s'accrochant à eux, terrifiés. Les vidéos deviennent virales, avant même la fin du braquage. Le monde entier regarde la ville sombrer dans le chaos. Vers 2h30 du matin, les voleurs prennent la fuite. Un convoi de véhicules chargés d'argent, avec des otages attachés au métal comme des boucliers humains. Derrière eux, le centre-ville est en feu. Lorsque la police reprend le contrôle, le gang a déjà disparu. Le matin arrive, et Araçatuba ressemble à un champ de bataille. Les rues sont jonchées de douilles et de débris. Les alarmes des voitures continuent de retentir. Et au milieu de tout cela, le silence qui suit ce que la police brésilienne qualifiera plus tard de l'un des vols les plus brutaux et les mieux coordonnés de l'histoire du pays. L'ampleur de l'attaque choque le pays. 50 hommes, 15 véhicules, des fusils d'assaut, des bombes artisanales et des drones contrôlant le ciel. Ce n'était pas seulement un vol, c'était du terrorisme à des fins lucratives. Au cours des semaines suivantes, les enquêteurs traquent les suspects dans plusieurs États. Certains sont arrêtés, d'autres sont tués lors d'échanges de coups de feu, quelques-uns ne sont jamais retrouvés. Et une grande partie de l'argent volé reste introuvable, dispersé dans les bas-fonds du Brésil. Mais les images, les otages attachés à des voitures, appelant à l'aide à grands cris tandis qu'ils sont conduits à travers la ville, deviennent impossibles à oublier. Elles redéfinissent la notion même de braquage de banque. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une prise de contrôle, une domination, une démonstration de force qui a transformé toute une ville en otage. Le braquage d'Araçatuba a prouvé que la criminalité au Brésil avait évolué, passant du simple vol à la guerre, puis au spectacle. Mais l'affaire suivante allait à nouveau détourner l'attention des zones de guerre et des gangs armés pour se concentrer sur quelque chose de plus discret. Quelque chose qui semblait presque inoffensif, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Le vol à la tirette chez Nordstrom, à Walnut Creek, Californie, 20 novembre 2021, un samedi soir tranquille à Walnut Creek, une banlieue chic à l'extérieur de San Francisco. Au bord du Broadway Plaza, les lumières d'un magasin Nordstrom brillaient à travers les vitrines polies. À l'intérieur,
Les clients parcourent les vitrines de Noël. Comptoir de parfums, sac à main de créateurs, musique douce. Tout est calme. Tout est normal. Puis les moteurs se mettent en marche. Peu après 21 h, les voitures se succèdent dans la rue. SUV noirs, berlines, toutes les marques. Les portes s'ouvrent et des dizaines de personnes en sortent. Capuches relevées, masques enfilés, gants. Ils se précipitent vers l'entrée. En quelques secondes, le calme fait place au chaos. Les portes vitrées s'ouvrent brusquement. 80 personnes se précipitent dans le magasin, criant, bousculant, arrachant les marchandises des présentoirs. Le bruit est assourdissant. Les alarmes retentissent. Les étagères s'effondrent. Les pas résonnent comme une ruée. Les agents de sécurité tentent d'intervenir. Un agent est aspergé de spray au poivre. Un autre est projeté au sol. Les clients lâchent leurs sacs et courent vers les sorties tandis que les voleurs emportent des rayons entiers de manteaux et de sacs à main de marque dans des sacs poubelles. À l'extérieur, les voitures prêtes à partir sont garées en file indienne. L'opération dure à peine 1 minute, mais en 1 minute, le magasin Nordstrom est vidé de son contenu. Des milliers de dollars de marchandises ont disparu. Des témoins filment depuis l'autre côté de la rue les gens qui sortent du magasin les bras chargés de marchandises et disparaissent dans la circulation avant même l'arrivée de la police. Lorsque les agents arrivent sur les lieux, la foule a disparu. Quelques véhicules sont arrêtés. 3 suspects sont arrêtés. Mais la plupart disparaissent dans la nuit, perdus dans la foule. Les vidéos inondent les réseaux sociaux en quelques heures. Les hashtags font le buzz. Les médias diffusent en boucle les mêmes clips. Des dizaines de personnes se déplaçant comme un seul organisme, imparable, anonyme. Cela ressemble moins à un vol qu'à un système qui s'effondre sous les yeux de tous. Les enquêteurs confirment plus tard ce que beaucoup redoutaient. Ce n'était pas spontané. Tout avait été organisé en ligne, coordonné par des messages et des discussions de groupe. Des dizaines de personnes se sont rassemblées dans un même magasin, au même moment, sachant que la police ne pourrait pas réagir assez rapidement. Le vol éclair de Walnut Creek devient un symbole national, non pas d'un crime désespéré, mais de quelque chose de plus froid. Une génération qui découvre comment transformer la coordination elle-même en arme. Et qu'est-ce qui aggrave encore la situation? Les caméras filment tout, mais personne ne peut l'empêcher. Pas de masques à retirer, pas de chefs à arrêter, juste un flou de visages qui disparaissent dans la nuit. Les images continuent de circuler, chaotiques, vertigineuses, irréelles. 80 personnes agissant à l'unisson. Pas d'armes, pas d'explosion. Juste de la vitesse, de la peur et du nombre. Mais l'histoire suivante nous ramène à la violence, non pas celle d'une foule, mais celle de 2 hommes à mobilette et d'une victime qui a refusé de leur donner sa montre. Un vol qui allait tourner au drame et rappeler à Londres à quelle vitesse le luxe peut coûter la vie. Le vol et meurtre de Danny Pierce pour sa Rolex. Londres, 15 juillet 2017. Une nuit chaude à Greenwich, calme, propre, familière. Les gens sortent des bars, rient, rentrent chez eux à pied sous la douce lueur des réverbères. Parmi eux se trouve Danny Pierce, 31 ans, père, compagnon, un homme qui termine une simple soirée entre amis. Il est un peu plus de minuit lorsqu'il dit au revoir et commence à marcher vers sa voiture. Sa petite amie marche à ses côtés. Soudain, 2 hommes surgissent de l'obscurité, rapides, déterminés, à bord d'un scooter. Ils s'arrêtent devant lui. Ils portent des casques, ils ont des couteaux à la main. L'un d'eux lui crie une seule exigence, « Donne-nous la montre !» Danny porte une Rolex, le genre de choses que la plupart des gens ne remarquent jamais, sauf ceux qui ont de mauvaises intentions. Il hésite. Peut-être est-il confus. Peut-être pense-t-il qu'il s'agit d'un bluff. Mais en une seconde d'hésitation, tout bascule. Les voleurs s'approchent. Danny pousse sa petite amie derrière lui, essayant de la protéger. Et puis la violence éclate. Il est poignardé à plusieurs reprises. Les agresseurs lui tirent dessus. Il s'empare de la montre et s'enfuit dans la nuit, le laissant se vider de son sang sur le trottoir. Les caméras de vidéosurveillance ont tout filmé. Le flou du cyclomoteur qui s'éloigne à toute vitesse. La rue déserte, à l'exception d'un homme gisant immobile et une femme qui appelle à l'aide. Lorsque la police arrive, il est déjà trop tard. Danny Pierce meurt sur place. Un meurtre insensé pour une montre. Dans les jours qui suivent, les images se répandent dans tout Londres. Les images fixes de l'appel à témoins diffusées par les caméras de vidéosurveillance défilent sur toutes les chaînes d'information. La ville est en colère. Les gangs de scooters, autrefois connus pour leurs vols rapides et non violents, ont intensifié leurs activités. Désormais, ils sont armés, impitoyables et imprévisibles. Les détectives retracent leur itinéraire de fuite à l'aide des caméras de surveillance, analysant des heures d'images vidéo image par image. Quelques semaines plus tard, les suspects sont identifiés. Les arrestations se succèdent. En 2019, les 2 agresseurs sont condamnés à la prison à perpétuité pour un meurtre qui a choqué le pays. Mais le choc ne s'estompe jamais vraiment.
car il ne s'agissait pas d'un braquage, d'un siège ou d'une prise d'otage. Il s'agissait simplement de deux hommes, d'une rue et d'une vie emportée en quelques secondes. Un rappel que la violence n'a pas toujours besoin d'un plan, parfois elle a juste besoin d'une occasion. Pour la famille de Danny Pierce, la justice a été lente à venir. Mais pour Londres, sa mort est devenue un avertissement. Le luxe peut faire de vous une cible. Et parfois, le prix de ce que vous portez représente tout ce que vous possédez. L'argent s'envole. Les caméras s'arrêtent. Mais la peur, elle reste. Car une fois que vous avez vu ce que les gens sont prêts à faire par cupidité, vous ne voyez plus jamais la sécurité de la même manière.